Bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente tous les mois mon portefeuille PEA. Alors, comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, c'est-à-dire un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer par présenter 2 commentaires que j'ai reçus et puis répondre à ces commentaires avant de passer à la présentation de mon portefeuille PEA. Donc le premier commentaire que j'ai reçu, donc de Iluxia FK, le commentaire disait « Bonjour, vos vidéos sont très instructives mais je m'interroge. Pourquoi acheter des actions Eutelsat et Maisons du Monde alors qu'elles sont à leur plus bas ?» Alors, ma réponse est simple, c'est qu'effectivement, on a coutume de dire qu'il est important de ne jamais acheter des actions en tendance baissière. Alors ceci étant, une action en tendance baissière, donc soit l'entreprise est très mal en point, auquel cas l'entreprise risque de faire faillite, et donc la baisse peut descendre extrêmement bas, jusqu'à ce que l'action vale 0 €, ça c'est une possibilité. L'autre élément, c'est que on a un phénomène en bourse qu'on appelle, enfin en bourse ou un phénomène statistique qu'on appelle le retour à la moyenne. Alors, ce qu'on appelle en anglais mean reversal, donc le retour à la moyenne, c'est simple, c'est lorsqu'une action a extrêmement bien performé à la hausse pendant des années, elle aura tendance à revenir vers sa tendance historique. Et c'est la même chose lorsqu'une action a très mal performé pendant des années, elle aura également tendance à revenir vers sa tendance historique. D'accord? Donc ça veut dire qu'une action qui baisse n'a pas forcément vocation à baisser au cours du temps, et n'a pas forcément vocation à faire faillite. Donc l'entreprise qui est derrière cette action n'a pas forcément vocation à faire faillite, notamment lorsqu'il s'agit de valeurs cycliques, alors ce qui est le cas en particulier de Maisons du Monde ici. Alors, je vous ai mis ici un graphique donc de Maisons du Monde, puisque la question date d'il y a un peu plus d'une semaine, je tourne cette vidéo un peu plus, j'avais préparé mes slides, donc c'est il y a un peu plus d'une semaine. Donc, ce que j'ai mis ici, c'est un graphique de Maisons du Monde, et ce qu'on voit, c'est que sur ce graphique, vous voyez, sur les 73 derniers jours, le titre a repris 110%. D'accord? Donc, à la question pourquoi acheter ces valeurs quand elles sont à leur plus bas, la réponse c'est que un moment, on peut avoir un retour à la moyenne, et on peut avoir une reprise fortement haussière de ces valeurs, notamment des valeurs cycliques, notamment lorsque ces valeurs sont massacrées. Ce qui est mon avis, puisque je l'ai partagé dans plusieurs vidéos, j'avais dit que d'un point de vue fondamental, je pensais que Maisons du Monde était fortement décotée. Il semblerait que le marché est en train d'en tenir compte ici. D'accord? Donc Maisons du Monde plus 110% en 73 jours, et si on prend la dernière semaine, donc par rapport à ce message, c'est plus 28% en une semaine. Alors, la question portait également sur Eutelsat. Alors Eutelsat c'est un peu différent parce que l'entreprise a un chiffre d'affaires qui baisse d'année en année, en tout cas sur les 3-4 dernières années, mais l'entreprise dégage des free cash flow, donc un cash flow libre extrêmement intéressant, et donc va être en mesure de payer ses dividendes au cours des 2, 3, 4 prochaines années. Alors le point important également sur Eutelsat, et on voit que Eutelsat a repris 13% en une semaine, donc depuis ce message. L'autre point important sur Eutelsat, c'est que Eutelsat se trouve dans un marché extrêmement concurrentiel, ce qui, bien entendu, implique que son chiffre d'affaires n'augmente plus depuis quelques années. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en fait, il y a 2 de ses concurrents qui ont fait faillite très récemment, à savoir l'entreprise Intelsat et l'entreprise OneWeb. Ce qui veut dire qu'en fait, les parts de marché, donc le gâteau va être redistribué, et ce qui me laisse donc penser que Telsat a plutôt de beaux jours devant elle, et donc c'est une position qu'a priori j'ai envie de garder en portefeuille. Alors j'ai mis un deuxième commentaire ici, donc celui de Stéphane, dont j'ai caché le nom, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément très sympathiques. Stéphane me dit « Dans 3 à 5 ans, tu auras perdu ton argent et ton temps à faire des vidéos. » Alors premièrement, non, je n'aurais pas perdu mon temps à faire des vidéos, parce que c'est vraiment un plaisir de faire des vidéos et d'échanger avec la communauté qui se trouve sur la chaîne. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment de partager ce que je fais,
de faire des vidéos et d'échanger avec la communauté. Et pourquoi? Parce que je pense qu'on peut apprendre. Donc moi j'apprends non seulement en faisant mes vidéos hein, et en prenant mes positions, et puis en échangeant ça me donne d'autres idées et ça peut me permettre d'améliorer mon approche. Alors le deuxième point, c'est que même si je perds de l'argent, au final j'aurais pris énormément de plaisir à faire ces vidéos et à prendre les positions dans le marché. Donc ma réponse c'est que non, je ne perds pas mon temps et je suis extrêmement content de la communauté que j'ai. Alors ensuite Stéphane me dit Eutelsat, BIC et Renault ne font que baisser depuis des années. Alors c'est un peu le même commentaire que j'ai reçu précédemment, hein, ce commentaire-ci. Quand on regarde Renault qui est ici, ben Renault c'est plus 80% en 73 jours. D'accord, donc sur la même période, Renault c'est plus 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Renault à un moment, si l'entreprise ne fait pas faillite, Renault est une valeur cyclique et donc forcément en cas de reprise du cycle, donc d'ici 1 à 2 ans, Renault devrait retourner sur des niveaux beaucoup plus intéressants pour un actionnaire. Alors Stéphane me dit ensuite, tu allèges Danone alors qu'elle a été faiblement impactée par la crise. Alors oui, c'est vrai, Danone a été faiblement impactée par la crise. Maintenant, d'un point de vue valo, donc au niveau des fondamentaux, Danone n'apparaît pas, à mes yeux en tout cas, et ce n'est qu'un avis personnel, n'apparaît pas relativement peu cher. D'accord, donc Danone me semble encore relativement cher par rapport aux fondamentaux de l'entreprise. Alors si on regarde la performance mensuelle de Danone hein, sur le mois en cours, on voit que la performance est de 1% seulement, à comparer à des valeurs beaucoup plus cycliques du type Renault, plus 81%, ou Maison du Monde, plus, donc ici c'est sur 73 jours, mais c'est sur la période, plus 110%. D'accord ? Donc voilà, ça c'était quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le fait que on peut avoir de belles valeurs en portefeuille comme Danone, mais qui ne performent pas extrêmement bien. On voit d'ailleurs que les 2 derniers mois de Danone ont été des mois relativement flat, relativement stables, et donc il est possible que le cours de Danone évolue dans une zone située ici pour le moment. Voilà, donc la bourse est aussi une question d'arbitrage, hein, c'est-à-dire quelle valeur je mets en portefeuille au détriment de quelle autre valeur. Le fait d'avoir liquidé une partie de ma position sur Danone m'a permis de lever des liquidités, donc d'être plus serein en sachant que j'avais des liquidités de disponibles, et donc de réinvestir ces liquidités dans d'autres valeurs que je vais présenter juste après. Alors, on arrive ici à la présentation du portefeuille, donc, et vous voyez que le portefeuille date du 2 juin 2020. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que le portefeuille est maintenant valorisé à 10 804 €, à comparer avec le mois précédent, au cours duquel le portefeuille était valorisé 9 700 €. Alors, on voit que le solde d'espèces est de 997 €, donc quasiment 1000 €, et on voit surtout ici que, au niveau des moins-values, celles-ci ont fortement fondu, ont fortement diminué au cours du mois de mai. Alors je vais maintenant détailler les lignes du portefeuille et on voit que j'ai procédé à de nouvelles entrées en portefeuille que je vais commenter juste après. Alors comme d'habitude j'ai classé le portefeuille par valorisation, donc avec les lignes les plus importantes en haut et les lignes les moins importantes en bas. Donc on voit que les lignes les plus importantes sont toujours Total, mon ETF sur la Turquie, donc un ETF Lyxor PEA Turquie, Renault, Maison du Monde, Eutelsat. J'ai rentré 2 nouvelles lignes que je vais commenter. J'ai toujours du Lyxor CAC 40, donc un ETF sur le CAC 40. J'ai du Inat Pharma, du Airbus, du Danone et du BIC. Alors je vais tout de suite commenter les 2 lignes que j'ai entrées en portefeuille au cours du mois de mai, à savoir Fontaine-Pajot, d'accord, donc j'ai procédé à l'acquisition de 5 actions Fontaine-Pajot et j'ai procédé à l'acquisition de 10 actions Publicis. Alors je vais expliquer en détail pourquoi j'ai procédé à ces acquisitions. Alors j'ai également renforcé ma position sur Eutelsat, hein, donc je vous renvoie au commentaire précédent. J'ai renforcé ma position sur Eutelsat à un cours situé à 9 €, et donc on voit que le cours est désormais de 9,88 €. D'accord, donc c'est vraiment une entreprise dans laquelle je crois. Je pense que l'entreprise va bénéficier de la disparition de 2 de ses concurrents, et je crois que l'entreprise a encore quelques belles années devant elle. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que le portefeuille a fortement remonté,
d'accord, puisqu'on est passé de 9 700 à 10 800 euros, donc c'est-à-dire une hausse de 1100 euros en un mois seulement. D'accord, donc on est quasiment sur une augmentation, on est quasiment sur un SMIC, donc pris en un mois seulement. Donc ce sont des sommes relativement importantes tout de même. Quand on regarde un peu le portefeuille en détail, on voit que Total a fortement remonté, puisqu'à un moment on était à moins 50% et on est à moins 10%, et ça ne tient pas compte des dividendes, donc en réalité on est à beaucoup moins. Je vais vous le montrer dans la deuxième partie de la vidéo. Sur le Lyxor PEA Turquie, on est toujours aux alentours, on est quasiment flat, hein, donc on avait baissé on était à moins 8, moins 10%, ça a moins remonté que le reste. Au niveau de Renault, là on a fortement remonté. Pourquoi? Parce qu'on était à moins 50%, on est maintenant à moins 25%. Sur Maison du Monde, on était à moins 50%, on est maintenant à moins 5%. Sur Eutelsat, on était à moins 30%, on n'est plus qu'à moins 13%. Je vais parler des titres que j'ai ajoutés en portefeuille. Sur le TF CAC 40, on est quasiment à plus 16%. Alors Inat Pharma, j'avais allégé la position, on voit que ça ne fait plus grand chose. Pour l'instant, je ne vais pas toucher cette position, qui, je le rappelle, est une position purement spéculative, et donc c'est une position que je laisse en portefeuille, un peu comme si j'avais des call options en portefeuille. D'accord, donc sur la valeur. Airbus, Airbus a fortement augmenté, donc ici on est à 25%, mais au moment où je tourne la vidéo, en fait, on est au-delà des 40%. On est même quasiment à 50%. Danone, on est à plus 5%, plus 6% quasiment, donc la valeur n'a pas fait grand chose au cours du mois de mai. Et pour BIC, on est à moins 10%, la valeur ne fait plus grand chose. Alors on a fait un plus bas à 41,42, on oscille entre 42 et 48 euros environ en ce moment. Alors je vais maintenant commenter Fontaine Pajot et Publicis, et je vais expliquer pourquoi j'ai entré ces deux valeurs en portefeuille. Alors premièrement, Fontaine Pajot en fait est un chantier naval, est une entreprise qui produit des bateaux, qui produit deux types de bateaux. Le premier, c'est les catamarans à voile, alors dont je suis personnellement extrêmement fan. J'adore les catamarans et la finition des catamarans Fontaine Pajot, ça c'est un premier point, donc j'adore ce qu'ils produisent. Et Fontaine Pajot produit également des yachts, donc ils ont procédé à l'acquisition de Dufour Yacht, c'était en 2017 je pense. Et donc Fontaine Pajot produit désormais des catamarans et des yachts de petite et moyenne taille. Alors l'idée derrière l'acquisition de Dufour Yacht, c'était tout simplement de pouvoir mettre la main sur une main-d'œuvre extrêmement qualifiée. Pourquoi? Parce que dans le domaine dans lequel opère Fontaine Pajot, la main-d'œuvre qualifiée est extrêmement rare et donc extrêmement coûteuse à former. Et donc il était primordial pour Fontaine Pajot de pouvoir croître et de pouvoir en même temps mettre la main sur une main-d'œuvre qualifiée qui n'allait pas forcément coûter extrêmement cher à former pour l'entreprise Fontaine Pajot. Alors il y a un autre point très important qui m'a amené vers le titre Fontaine Pajot, c'est le fait que en fait Fontaine Pajot a pris le contrôle avec Next Stage d'une entreprise qui s'appelle Dream Yacht Charter, qui est l'un des premiers loueurs mondiaux de bateaux de plaisance. Et donc ce loueur mondial a tendance à acheter des bateaux donc à Catana, à Beneteau, à Jeannot, à Fontaine Pajot. Et donc dans mon optique, je me suis dit qu'en fait, comme ils ont pris le contrôle de Dream Yacht Charter, potentiellement en fait Fontaine Pajot va avoir une influence sur la direction de Dream Yacht Charter éventuellement, et en cas de crise continue pourrait continuer à commander des bateaux Fontaine Pajot au lieu d'autres bateaux de concurrents par exemple. Alors autre point important, c'est que c'est une entreprise en fait qui risque de bénéficier de la crise sanitaire actuelle. Pourquoi? Parce que il est possible de louer un bateau, et c'est ce qu'on voit ici. Désormais, il est possible de louer pour une semaine un catamaran de 40 pieds, l'hiver dans les Antilles pour environ 6 000 euros. Rajoutez 200 euros par jour pour le skipper. Il y a 8 places à bord, ce n'est donc pas beaucoup plus cher qu'une villa. D'accord, donc ça c'est le business model de Dream Yacht Charter, et donc je pense qu'il y a un gros potentiel, non seulement pendant la crise, c'est-à-dire que certaines personnes vont avoir envie de partir sur un bateau comme ça, donc en faible comité,
puisqu'en fait l'idée c'est d'éviter les gros rassemblements, donc on peut penser que tout ce qui va être croisiériste va fortement être impacté. Pourquoi? Parce que les gens n'auront pas forcément envie de partir en croisière à 3 ou 4 000 personnes. Par contre, les gens auront potentiellement envie de partir en croisière, en famille, entre amis, sur des bateaux de 8, 10 ou 12 places. D'accord? À des prix qui restent relativement abordables. Donc ça veut dire qu'à mes yeux, Dream Yacht Charter peut potentiellement passer la crise. Ça veut dire également qu'en cas de crise prolongée, peut-être que les bateaux Fontaine-Pajot pourraient être privilégiés à l'achat par ce loueur à travers le monde. Ce n'est que mon idée, mais je partage cette idée. Et donc au final, Fontaine-Pajot détient environ 21-22% de Dream Yacht Charter. D'accord, donc il s'est associé avec le fonds d'investissement français NextStage qui est également investi dans cette entreprise. Donc voilà, ça ce sont vraiment les raisons qui m'ont poussé à investir dans Fontaine-Pajot. Donc j'ai commencé avec une petite position, comme d'habitude. Je commence par rentrer avec une petite ligne, je vois ce qui se passe, et puis je construis ma position au fil du temps. Alors je vais présenter ici quelques chiffres pour expliquer un peu ma démarche en termes d'analyse fondamentale. Et donc on va rentrer tout de suite dans le sujet. Donc Fontaine-Pajot a une capitalisation boursière au moment où je tourne la vidéo de 110 millions d'euros. Un taux de croissance annuel des bénéfices au cours des 5 dernières années de 42%, donc ça veut dire 42% de croissance annuelle des bénéfices au cours des 5 dernières années. Un taux de croissance annuel des bénéfices attendu pour les 5 prochaines années de 15%. Donc vous voyez qu'on a une baisse de croissance assez forte, pour autant on a un taux de croissance attendu de 15% par an pendant les 5 prochaines années, ce qui est relativement correct. On a un rendement sur capitaux employés annuel, donc sur les 5 dernières années de 13%, donc ce qui est plutôt pas mal. On a un rendement sur capitaux propres, donc return on equity, au cours des 5 dernières années de 26% par an, ce qui est très bien. On voit que le titre en fait s'échange à un PER de 9,80 contre un PER moyen de 19,81. Donc ça c'est la moyenne des PER des 5 dernières années. Donc on voit que le titre au niveau du PER est 2 fois moins cher. Alors ça s'explique aussi par la baisse de croissance attendue. Cependant, on voit qu'on a un PEG, donc un PEG ratio, un Price Earnings to Growth Ratio de 0,65. Alors comment j'obtiens ce résultat? Tout simplement, je prends le PER actuel, donc 9,80, et je le divise par un taux de croissance de 15% par an. Donc 9,80 divisé par 15 égale 0,65. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur Jim Slater, donc investir comme Jim Slater, que je mettrai en haut à droite, un PEG de 0,65 est un PEG tout à fait intéressant pour une microcap ou une small cap. Alors on voit également que le current ratio, c'est-à-dire le ratio de liquidité générale, est de 5,11. Ça veut dire que Fontaine-Pajot a de très bonnes liquidités et donc devrait pouvoir faire face à la crise actuelle. On voit également enfin que la dette nette sur capitaux propres est de moins 6%, c'est-à-dire que l'entreprise a plus de cash que de dette. Alors au niveau des dividendes, on voit que l'entreprise verse un dividende depuis 2015 et un dividende qui est en augmentation chaque année depuis 2015, puisqu'on avait un dividende de 0,3, donc 30 cents ou 30 centimes d'euros en 2015, puis 60 centimes, puis 90 centimes, puis 1,20€, 1,41€ et 1,68€ en 2020. D'accord, donc on est vraiment dans les critères qui sont mis en avant par Jim Slater, c'est-à-dire qu'on a une entreprise avec un taux de croissance supérieur à 15%, donc ici égal à 15%, à 15% par an. On a un rendement sur capitaux employés qui est très correct. Alors Jim Slater aime bien les rendements sur capitaux employés supérieurs à 20%. Maintenant, on ne doit pas oublier qu'on est dans une période d'inflation faible et de taux d'intérêt très bas, et donc un rendement sur capitaux employés de 13% est tout à fait correct. On est dans les critères ici au niveau du PEG ratio, puisque celui-ci est inférieur à 0,66, et on a une entreprise qui verse un dividende. Alors même si ce dividende en termes de rendement est relativement faible, on a quand même une entreprise qui verse un dividende et qui peut donc nous envoyer un signal. Alors on voit également que le titre Fontaine-Pajot, ou en tout cas l'entreprise Fontaine-Pajot, est détenue à 54% par la holding La Compagnie du Catamaran, c'est ce qu'on voit ici, et donc on a un flottant d'environ, ou pas d'environ, on a un flottant de 40%. D'accord, donc
Ça veut dire quoi? Alors je sais que certains investisseurs n'aiment pas lorsqu'une entreprise est détenue par une famille. De mon côté, j'ai tendance à penser que les intérêts de la famille, donc ici au travers de la compagnie du catamaran, sont alignés avec mes intérêts, donc avec les intérêts de l'actionnaire. Pourquoi? Parce que si l'entreprise ne performe pas, c'est potentiellement toute la famille qui sera mise en difficulté. Si l'entreprise continue à performer, c'est l'entreprise qui profitera des bénéfices au même titre que les actionnaires. Donc ça veut dire que les intérêts de la famille Fontaine-Pajot, ou des familles, parce qu'il me semble que ce sont deux familles au départ, mais ici la holding est détenue par la famille Fontaine. Donc ça veut dire que les intérêts de la famille Fontaine sont alignés avec les intérêts des actionnaires, et c'est quelque chose qu'à titre personnel j'ai tendance à aimer. Alors au niveau graphique, on voit que en fait Fontaine-Pajot a fortement chuté, c'est-à-dire que le titre s'est changé aux alentours de 150 € en 2018, et on voit que le titre a formé un double top, donc double sommet ici, que j'ai matérialisé par des triangles rouges ici. Donc on a une figure en double sommet, la ligne de coup est cassée ici, donc on a une tentative de pullback, c'était en 2020, donc au début d'année, et puis le titre s'est littéralement effondré pour atteindre 45 € au plus bas. Et donc j'ai commencé à faire l'acquisition de Fontaine-Pajot sur les 47 € environ. D'accord, donc à un peu plus de 47 €. Alors on voit que le titre est en train de se reprendre. On avait deux objectifs au niveau de la figure de retournement. On avait un premier objectif situé ici aux alentours des 70 € et on avait un second objectif situé aux alentours des 43 € environ. D'accord, donc on n'est pas loin du deuxième objectif. Vous voyez qu'ici j'ai placé une ligne en rouge. Pourquoi? Parce que en cas de rechute des marchés, en fait, en cas de rechute de marché, je m'attends potentiellement à une rechute du titre ici qui pourrait s'arrêter dans cette zone, donc aux alentours des 23-24 €. Et donc ça veut dire que ma stratégie d'investissement est simple. Fontaine-Pajot, je ne l'achète pas sur la reprise haussière, mais j'aurais plutôt tendance à en reprendre. Donc ce serait plutôt ici dans cette zone, autour des 53-55 €, et puis dans cette zone autour des 43 €, et puis dans cette zone autour des 24 €. D'accord, c'est-à-dire que potentiellement on pourrait former une structure comme ça, en biseau descendant, avant une reprise plus marquée. Bien entendu, comme d'habitude, si le titre venait à repartir plus vite, eh ben, il suffira de garder le titre en portefeuille et de se concentrer sur une autre entreprise, ou sur d'autres valeurs à insérer en portefeuille. Alors, la deuxième ligne que j'ai rentrée en portefeuille ce mois-ci, c'est le groupe Publicis. Alors pourquoi? Parce que je trouve que Publicis, en fait, alors premièrement, d'un point de vue fondamental, est décoté. Et deuxièmement, le titre Publicis, en fait, est une entreprise. L'entreprise Publicis est une entreprise de créateurs. Et donc je suis convaincu que cette entreprise de créateurs n'a pas dit son dernier mot, notamment au niveau de la publicité. Alors, on va regarder ici un peu les chiffres concernant Publicis. On voit que Publicis a une capitalisation boursière de 6,7 milliards d'euros. Alors, comme nous l'indique en fait Publicis dans sa présentation, j'ai regardé sa présentation corporate, ils nous disent « We have the vision to be the market leader in marketing and business transformation ». D'accord? Donc en fait, l'idée de Publicis, c'est de se rediriger vers le digital, et donc vers le marketing digital notamment. Ce qui veut dire que potentiellement Publicis pourrait croître à un taux plus important dans les années qui viennent par rapport aux années antérieures. Et ça c'est un point important, je pense, qui est sous-estimé par le marché. Alors, le taux de croissance annuel des bénéfices au cours des 5 dernières années est de 2,4% par an, on voit que c'est relativement faible. Pour autant, le taux de croissance annuel des bénéfices attendu au cours des 5 prochaines années est de 7,16%. Donc on voit un taux de croissance qui potentiellement pourrait tripler au cours des 5 prochaines années, ce qui n'est pas inintéressant. Alors on voit que le rendement sur capitaux employés au cours des 5 dernières années est relativement faible, de 5,67%. On voit que le rendement sur capitaux propres, donc return on equity, au cours des 5 dernières années est de 9,2%, ce qui est correct mais sans plus. On voit surtout que l'entreprise se traite à un PER de 7,88 par rapport à un PER moyen de 12,45 au cours des 5 dernières années. Alors on voit également que le PER Shiller, alors j'ai mis PER Shiller ici mais c'est une erreur, ce n'est pas tout à fait un cap ratio. Pourquoi? Parce que le PER qui est donné
sur mon screener n'est pas ajusté à l'inflation. Donc en fait, c'est juste un PER normalisé, c'est-à-dire qu'il prend en compte les 10 dernières années de résultats. Donc on a un PEG de 1,1, alors qui n'est pas forcément très pertinent pour une valeur qui n'est pas forcément une valeur de croissance, mais je l'ai mis quand même pour information. On a un current ratio qui est de 0,88, donc ratio de liquidité générale, donc légèrement inférieur à 1. Alors ce n'est pas forcément un problème dans la mesure où Publicis a un bilan solide. On voit que les dettes nettes sur capitaux propres sont de 55%, ce qui reste correct. Et on voit que l'entreprise avait tendance à augmenter son dividende au cours des années précédentes. Donc on voit qu'un dividende de 0,70 € en 2011, puis le dividende monte d'année en année pour atteindre 2,12 € en 2018. On voit que le dividende a été fortement diminué, donc on est à 1,15 € en 2019, donc dividende versé en 2020 pour l'année 2019. Il y a fort à parier qu'en cas de reprise de la croissance pour Publicis, on aurait une réaugmentation du dividende dans les années qui viennent. Donc ça veut dire qu'on a potentiellement deux sources d'appréciation sur le titre. Le premier, c'est que c'est un titre cyclique qui a été fortement vendu au cours de la crise actuelle. Et le deuxième point, c'est que le titre a une croissance potentielle future plus importante que la croissance passée, ce qui est peut-être sous-estimé par le marché, ce qui pourrait impliquer une réappréciation du cours de Publicis, donc c'est-à-dire au niveau du prix, au niveau du cours de bourse de Publicis, mais également une réaugmentation du versement du dividende à l'avenir, ce qui pourrait faire également augmenter le prix de l'action Publicis. Alors, un dernier point ici sur le revenu par zone géographique. En fait, on voit que Publicis, en termes de revenus, c'est une entreprise majoritairement nord-américaine. C'est-à-dire que les revenus de Publicis sont des revenus nord-américains à 56%. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on voit souvent Publicis comme une entreprise française, mais en fait, Publicis tire la majorité de ses revenus aux États-Unis. D'accord ? Donc à 56%, également un peu en Europe à 27%, et puis ensuite en Asie-Pacifique 10%, et puis Amérique latine et Moyen-Orient-Afrique 3% et 3%. D'accord, donc ça veut dire que Publicis, en fait, en termes de diversification internationale, est intéressant à mettre en portefeuille. Alors au niveau graphique, j'avais présenté le titre dans une vidéo d'analyse technique, je vous mettrai le lien par ici. J'étais plutôt vendeur ici sur cette figure en étoile filante, donc on le voit pas très bien ici, mais on a un chandelier japonais en étoile filante. J'étais plutôt vendeur ici, avec un objectif de cours, premier objectif situé dans la zone des 29-34 € et un ultime objectif situé à 25 € qui correspond à l'apex ici, donc c'est-à-dire à la pointe du triangle qui est ici, et qui fait souvent office de support, au moins à court terme. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, le cours s'est effondré, est venu chercher ici cet apex, donc qui a fonctionné comme une zone d'élastique ou comme un élastique avant de renvoyer les cours beaucoup plus haut. Donc en fait les cours de Publicis se retrouvent maintenant dans cette zone. Alors au moment où je parle, on est de retour dans cette zone en vert que j'avais identifiée il y a très longtemps. Pourquoi ? Parce que c'était l'objectif final de la figure de retournement, donc de la figure en épaule, tête, épaule. D'accord ? Donc en fait le report de la tête ici correspond à cet objectif ici à 29 €. Alors on sait que le cours de Publicis évolue en fait dans un triangle ascendant, donc en fait on a une zone de résistance en haut ici et une zone de support en bas. Donc vous voyez, on a une zone de support ici, ici également, et maintenant désormais ici. Alors la question qui se pose ici, c'est la suite des événements. Il y a potentiellement deux scénarios possibles. C'est soit une reprise en V comme ceci, avant éventuellement un retest de la zone ici. Premier scénario possible. Deuxième scénario, c'est une tentative de remontée ici et un retour en dessous de cette zone du support. Alors ça pourrait prendre plusieurs mois avant éventuellement de redescendre un cran plus bas. Et vous voyez qu'ici j'ai délimité un support donc dans la zone des 15-17 € en orange, et donc qui pourrait éventuellement être testé en cas de reprise baissière sur les marchés. Et donc ma stratégie sur Publicis est simple, c'est-à-dire que je n'achète pas le cours pour le moment, c'est-à-dire que j'ai pris une première position en anticipation, donc c'est-à-dire j'achète un couteau qui tombe, je prends une première position en anticipation et j'attends de voir ce qui se passe. Alors bien entendu, prise de position sur des niveaux techniques. Alors bien entendu, si le cours revenait à partir à la baisse, j'augmenterais mes positions dans la baisse avec un objectif final situé à 15-17 €. D'accord ? Donc dans cette zone.
Donc le tout, ce sera de voir ensuite la configuration technique. Et ce qu'on attend ici maintenant, c'est une figure de retournement. Donc on pourra avoir une figure de retournement, donc soit un biseau, on vient descendre plus bas et on a un biseau avant une reprise haussière, auquel cas en fait le triangle ascendant deviendrait un canal horizontal, et donc on pourra avoir des oscillations comme ceci au sein d'un canal horizontal. Autre possibilité, c'est que le cours vienne marquer un double bottom, un double creux avant de repartir plus loin. Donc bien entendu, tout ceci va prendre du temps, il va falloir regarder la configuration technique et la figure chartiste qui va sortir de tout ça. Ça veut dire que Publicis, c'est une valeur que je compte construire au fur et à mesure des trimestres qui passent, et pas forcément aller all-in, rentrer all-in sur le titre. Alors, je vous ai mis ici quelques articles de presse. Pourquoi? Parce que j'attire votre attention sur un point important. C'est-à-dire que les marchés ont fortement remonté. Le CAC 40 affiche à l'heure actuelle environ 40% de hausse par rapport à ses points bas. Donc 40% de hausse en moins de 3 mois, c'est totalement énorme. Pour autant, le news flow est extrêmement mauvais. Le news flow est extrêmement mauvais et les marchés n'ont pris en compte que le potentiel de reprise en V. C'est-à-dire que pour le marché, il ne fait aucun doute que l'économie va revenir à ses niveaux d'avant-crise à l'horizon 2021. Ce à quoi je ne crois pas beaucoup. Alors si on regarde ici un article des Échos, on peut lire France vers une contraction de 11% du PIB en 2020. Le plus dur est à venir. Alors si je prends l'Écho, donc pour la Belgique, on peut lire également la même chose, l'économie belge file vers une récession de 11% cette année. Alors quand on le regarde au niveau européen, la récession anticipée est d'environ 11%, donc c'est-à-dire une très très forte contraction du PIB et donc de l'activité économique. Alors si on prend les États-Unis, et vous voyez c'est ce que j'ai mis ici, on peut lire, donc ça c'est un article de Market Insider, Business Insider. Donc ce qu'on peut lire dans cet article, c'est que la contraction du PIB au deuxième trimestre aux États-Unis pourrait être de 52,8%. C'est ce qu'estime en tout cas la Fed d'Atlanta. Alors je vous ai mis ici un graphe, j'ai fait une flèche pour vous ramener vers le graphe ici. Et ce qu'on voit ici, c'est les différentes récessions et les différentes contractions du PIB au cours des années 90, 2001-2002, 2008-2009 et aujourd'hui. Donc on voit en fait que, bien entendu, si la contraction du PIB est supérieure à 50% au deuxième trimestre, donc ça veut dire qu'ici on serait plutôt ici au niveau du graphique, d'accord? Donc on a une contraction ici de 4,8% au premier trimestre et potentiellement de plus de 50% au deuxième trimestre. Même si ici, le bureau d'analyse économique américain nous indique une contraction potentielle de 27%, ce qui est déjà totalement énorme. Alors ces contractions du PIB sont à comparer en fait aux contractions du PIB au cours de la crise financière de 2007-2009, ou plutôt de 2008-2009 ici, aux crises économiques, donc récession économique aux États-Unis de 2001-2002, et à la récession du début des années 90. Vous voyez qu'ici au début des années 90, on a une récession de 2 trimestres. Et je vous rappelle que pour qu'un pays rentre en récession, il faut 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Donc vous voyez ici en 1990, on a une baisse du PIB sur 2 trimestres. Au niveau de 2008-2009, vous voyez qu'on a 4 trimestres de contraction à la suite. Et puis donc on a la crise actuelle. Et donc on a pour le moment on a un premier trimestre de contraction et un second trimestre de contraction qui arrive. Pourquoi? Parce que c'était les mois de clôture de l'activité, notamment aux États-Unis. Donc il est déjà acté qu'on est en récession aux États-Unis. La vraie question, c'est de savoir quelle va être l'ampleur de l'impact donc de la contraction du PIB au deuxième trimestre et surtout à quelle vitesse en fait la reprise va se faire au niveau du troisième et du quatrième trimestre. Et bien entendu, tout va dépendre du nombre de faillites qui vont avoir lieu au cours des 6 prochains mois, mais également au niveau de l'augmentation ou de la baisse du chômage au cours des prochains trimestres. Pour rappel, aux États-Unis, sur une période de 3 mois, le nombre de chômeurs a augmenté de 40 millions de personnes, ce qui est tout à fait inédit. Alors, j'ai repris ici un article du Wall Street Journal, et donc sur lequel on nous dit que l'économie américaine pourrait faire face ou pourrait mettre 10 ans avant de retourner à ses niveaux d'avant-crise. D'accord? Donc ce qui veut dire que si c'était le cas,
en gardant à l'esprit que le marché anticipe une reprise en V, puisqu'on a une reprise en V sur les marchés actions. Si jamais le marché actions se trompe, ça veut dire qu'on pourrait avoir une deuxième vague baissière extrêmement importante sur les marchés. Et donc ma conclusion ici, c'est qu'il faut rester prudent sur les marchés dans les semaines et les mois qui viennent. Alors comme d'habitude ici, je vous ai mis la présentation de mon portefeuille sur Google Sheets. Donc on voit ici que le portefeuille est toujours constitué de 2 ETF, donc un ETF Turquie, un ETF CAC 40. On voit ici toutes les différentes lignes du portefeuille, donc Total, Renault, Maison du Monde, Eutelsat, Inat Pharma, BIC, Danone, Airbus, Publicis et Fontaine Pajot. Alors comme d'habitude ici on voit la taille d'entreprise, donc si c'est une mid cap, une small cap, et maintenant vous voyez que j'ai rajouté une micro cap et je vais m'en expliquer juste après. Vous avez mes PRU ici, mon prix de revient unitaire, le prix du marché, donc ça c'est lorsque j'ai arrêté le portefeuille, vous voyez ici à la date du 2 juin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Les dividendes, alors on voit que, vous voyez j'ai mis des couleurs ici, on voit que le dividende de Total a été maintenu, on voit que le dividende de Danone a été maintenu, et on voit que le dividende de Fontaine Pajot a été maintenu. On voit également que Renault a coupé son dividende, Maison du Monde a coupé son dividende, et Airbus a également coupé son dividende. Donc on voit que les valeurs les plus cycliques ont coupé leur dividende. On voit enfin que Eutelsat Communications, Société BIC et Publicis ont réduit leur dividende mais ne l'ont pas coupé. Alors au niveau des rendements, donc rendement sur coût, on va quand même regarder ça parce qu'on ne regarde pas souvent. Au niveau des rendements sur coût, donc on est à 6,85 sur Total. Alors quelqu'un qui achèterait l'action Total aujourd'hui aurait un rendement de 7,68%. On est à 7,78% sur Eutelsat. Alors quelqu'un qui achèterait l'action aujourd'hui aurait un rendement de quasiment 9%. On est à 4,77% sur l'action BIC. Alors quelqu'un qui achèterait l'action aujourd'hui aurait un rendement de 5,3%. Et on est également donc 3,55% sur Danone, ça n'a pas beaucoup bougé, 4,77% sur Publicis, et on voit également un rendement de 3,5%, donc rendement sur coût de 3,5% sur Fontaine Pajot. Quelqu'un qui achèterait le titre aujourd'hui aurait un rendement d'environ 2,3%. Alors au niveau du portefeuille, on voit que celui-ci est en baisse de moins 6,8%. Alors au moment où je tourne cette vidéo, en fait, la baisse du portefeuille est inférieure à 5%. Alors on va maintenant passer à la distribution des dividendes très rapidement. Donc ici il n'y a pas eu beaucoup de changements. La seule chose à noter ici c'est Danone en fait qui a annoncé qu'elle allait verser son dividende au mois de juillet. Donc je l'ai rajouté ici. Et donc on a ici Publicis Group que j'ai rentré en portefeuille, donc qui versera un dividende de 11,5 € donc au mois de septembre. Et ayant renforcé ma position sur Eutelsat, Eutelsat devrait verser un dividende au mois de novembre de 80,90 €. Alors il est à noter enfin que le dividende de Fontaine Pajot a été versé au mois d'avril. Alors au niveau de l'allocation du portefeuille, une partie toujours très intéressante, on voit que les liquidités sont de 9,2%, donc à comparer avec des liquidités d'environ 17-18% au cours du mois précédent. Donc vous voyez que j'ai pas mal réinvesti au cours du mois de mai, notamment au début du mois de mai, quand le CAC 40 en fait est retombé sur 4195 points. J'ai quasiment en 3-4 jours, j'ai rentré toutes les lignes que je voulais rentrer en portefeuille. On a ici un Lyxor PEA Turquie, donc qui représente toujours 18%, donc c'est l'ETF sur la Turquie qui en fait correspond au Dow Jones Titans 20 qui reprend les 20 valeurs turques les plus liquides. On a du Lyxor CAC 40 donc qui représente 3,1% du portefeuille et qui est en hausse d'environ 16%. On a du Total qui représente toujours une grosse partie du portefeuille, quasiment 21% du portefeuille. On trouve également Renault, 13% du portefeuille, Airbus, 2,3%, Maison du Monde, bientôt 13% du portefeuille. Et maintenant donc Publicis 2,6%, Danone 2,3%, Société BIC 2,1%, Eutelsat Communications dont j'ai renforcé la position, donc 8,3%, également Inat Pharma en position spéculative, et désormais Fontaine Pajot qui représente 3,4% du portefeuille. Alors nouveau graphique que j'ai créé, donc c'est l'allocation sectorielle qui suit la classification GEEX, qui reprend les 11, qui divise les entreprises en 11 secteurs différents.
Et donc ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les valeurs que j'avais en portefeuille et j'ai aussi inclus en fait la part dans le calcul, j'ai aussi inclus le poids que représentait chaque secteur au sein de mes ETF. Alors au final on se retrouve avec 22% d'énergie. Alors on a du total, mais on a aussi des valeurs turques dans l'énergie et quelques valeurs dans le CAC 40, donc dans l'ETF CAC 40. On va se retrouver avec des matériaux donc pour 1,5%, l'industrie représente 6,5%, la consommation discrétionnaire, donc très cyclique, représente 41,5%, la finance représente 5,9%, donc c'est essentiellement, cette part est essentiellement représentée par l'ETF turc, pour lequel les bancaires représentent environ 30% de l'indice. La consommation non cyclique représente 8% de mon portefeuille. Donc là, on va retrouver du BIC par exemple. La santé représente 2,7%, donc là c'est plutôt Inat Pharma, mais également du Sanofi au sein de l'ETF CAC 40 par exemple. Et les télécoms représentent 1,9%. Alors au niveau de l'allocation par taille d'entreprise, j'ai fait quelques modifications, c'est-à-dire que je distingue maintenant les méga caps des large caps et j'ai rajouté une partie micro cap, puisqu'en fait j'ai décidé d'inclure des micro caps dans mon portefeuille. Pourquoi? Parce que les micro caps, je pense, sont des valeurs sur lesquelles il peut être pertinent d'investir à long terme. Alors même si à court terme ces valeurs peuvent être extrêmement volatiles, très peu liquides, il me semble qu'à très long terme ces valeurs ont toute leur place dans un portefeuille. Pourquoi? Parce que c'est dans ces valeurs ou parmi ces valeurs qu'on va trouver des valeurs de croissance et je vais en parler juste après. Donc au niveau de l'allocation par taille d'entreprise, ma cible maintenant est la suivante, c'est-à-dire que je souhaite avoir en moyenne 10% de liquidité, 20% de méga cap, 20% de large cap, 25% de mid cap, 15% de small cap et 10% de micro cap. Donc pour le moment j'ai 9% de liquidité, donc on est en lien avec l'objectif, avec la cible de 10%. J'ai 21% de méga cap, donc on n'est pas très loin de l'objectif de 20%. J'ai 21% de large cap, donc pareil on est en ligne avec l'objectif de 20% ici. J'ai 31% de mid cap, alors essentiellement représenté par des valeurs turques. Au niveau des small caps, on est à 15% contre une cible de 15%, donc on est bien. Et au niveau des micro caps, on est à 3,4% contre un objectif de 10%. Donc ce qui veut dire que l'objectif sera de renforcer la partie micro cap, notamment potentiellement la partie Fontaine-Pajot, si j'estime que le prix est un prix qui m'intéresse. Et auquel cas, en fait, cette partie micro cap va augmenter avec le temps. Alors, comme d'habitude, je termine par l'allocation à la Peter Lynch. Vous savez que c'est une allocation que j'aime particulièrement. Alors, pour rappel, Peter Lynch avait tendance à allouer 30 à 40% de son portefeuille sur des valeurs de croissance, donc des fast growers. On voit que les valeurs de croissance dans mon portefeuille représentent 8%, donc en augmentation par rapport au mois précédent, notamment avec l'entrée en portefeuille du titre Fontaine-Pajot, alors que Peter Lynch pourrait caractériser comme étant des valeurs de croissance, ce que Jim Slater, lui, considérait plutôt comme des valeurs cycliques. Alors en fait, Fontaine-Pajot était à la fois une valeur cyclique, puisqu'elle appartient à un secteur cyclique, mais également une valeur de croissance de par sa croissance passée et potentielle future. Alors Lynch avait tendance à avoir 10 à 20% de stalwarts, donc de valeurs piliers. On voit que dans mon portefeuille, j'ai 3% de stalwarts, donc représentés par Danone, ce qui veut dire qu'à l'avenir, il me faudra augmenter cette position. Bien entendu, ça dépendra des opportunités qui se présentent. Alors vous voyez également que j'ai rajouté ici quelques stalwarts françaises. Donc on va retrouver Hermès, LVMH, Kering, Air Liquide, L'Oréal, Essilor-Luxottica et Schneider Electric. Bien entendu, si j'en oublie et si vous voyez d'autres valeurs piliers potentiellement du CAC 40, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour m'indiquer quels sont selon vous les potentiels stalwarts, donc les valeurs piliers françaises. Donc ça pour moi ce sont des valeurs piliers qui peuvent être très intéressantes dans un portefeuille, bien entendu pas à n'importe quel prix, et je trouve ces valeurs relativement chères pour le moment. Alors Lynch avait l'habitude de mettre 10 à 20% de valeurs cycliques dans son portefeuille, on voit que j'en ai 55%, donc ce qui est potentiellement beaucoup trop.
Ce qui veut dire que ce ne sont pas forcément les valeurs sur lesquelles je dois insister au cours des mois et trimestres qui viennent. Et ça veut dire aussi qu'avec la montée des indices récemment, donc la très forte hausse des indices récemment, il serait peut-être avisé de réduire une partie de mon exposition sur les valeurs cycliques. Voilà. Alors, Lynch mettait le reste dans les turnarounds et éventuellement les slow growers et les asset plays de temps en temps. Alors ce que j'ai fait ici également, c'est que j'ai rajouté quelques fast growers qui me semblent intéressantes. Donc on retrouve des valeurs néerlandaises, donc Adyen, Prosus. On va retrouver une valeur allemande qui est HelloFresh. Alors même si effectivement mettre une valeur allemande en PEA, c'est pas très intéressant pour une entreprise qui verse des dividendes, il me semble qu'HelloFresh ne verse pas de dividendes, donc ce sera à suivre. Et éventuellement une valeur comme GTT qui pourrait être éventuellement une valeur donc de croissance intéressante à plus long terme. Alors bien entendu, je trouve ces valeurs encore trop chères, donc je n'ai pas entré ces valeurs en portefeuille, et pour le moment je n'ai pas l'intention de le faire. Si bien entendu vous avez des connaissances sur ces valeurs, vous avez une opinion, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Et si vous aimez bien ces valeurs, essayez éventuellement de me mettre en commentaire le prix auquel vous seriez prêt à acheter ces valeurs. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse de savoir en fait comment vous rentreriez sur ces valeurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien entendu, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis en attendant à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.